Bienvenue à notre invité de marque, Didier Lacroix. Bonjour Didier. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, merci aussi, je tiens à remercier nos partenaires de diffusion. Vous les voyez, ils s'affichent à l'écran. Il s'agit de l'association financière pour les financiers, il s'agit de Femmes Ingénieurs, de Lyon Décideurs, le magazine très connu des entrepreneurs de la région, et puis la BP Aura. Donc, je précise que ce sont des partenaires de diffusion, c'est le cœur qui les motive. Et en fait, voilà, il n'y a pas d'échange financier, mais ils contribuent à pouvoir faire que ces matinales puissent être connues de plus en plus et que vous soyez de plus en plus nombreux à assister à nos séances. Pour me présenter, je suis Muriel Montagnier, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'ai fondé il y a quelques années, il y a 15 ans maintenant, et je dirige mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting. Depuis plus de 15 ans, notre métier et notre mission, c'est d'accompagner les dirigeants et leurs équipes dans leurs grandes transformations. Alors moi, ce que j'appelle les grandes transformations, c'est plusieurs choses. C'est les changements de stratégie ou de trajectoire. C'est des changements de gouvernance, souvent les transmissions, le passage, par exemple, d'un actionnariat familial à un fonds d'investissement, c'est un gros changement culturel notamment. La croissance interne, quand elle est très forte, ou la croissance externe, quand il y a des fusions d'acquisitions. Et puis, les changements de rythme. Donc, accélérer la mise en œuvre de la stratégie, c'est un changement, effectivement. Donc, un autre rythme, une culture différente et des pratiques différentes. Voilà, les clients qui nous consultent aujourd'hui, pour vous donner quelques citations, puisque ce sont eux qui nous le disent, quand ils viennent nous voir, ils nous disent « on a une stratégie claire, mais elle ne descend pas dans les équipes ». Il y a des tensions, des résistances, des silos, on sent que ça ne circule plus. Les managers sont débordés. Alors ça, c'est vraiment, vraiment d'actualité. La rentrée n'arrange rien. C'est pour ça. Si vous le ressentez, en tout cas, moi, je le ressens de manière très, très forte aujourd'hui. Démobilisés ou désalignés. La transformation avance sur le papier, mais elle n'est pas incarnée sur le terrain. On sent que notre organisation est fragile face à ce qui vient. Et justement, ce qui vient, c'est tous les changements liés à l'intelligence artificielle, la géopolitique. Voilà, vous les connaissez tous, je suis sûre. Nos équipes ne se reconnaissent plus dans le projet d'entreprise et on multiplie les outils, mais sans cohérence ou alignement managérial. Ça, pour nous, c'est vraiment des indices qui sont très précieux. Et j'ai l'habitude de dire que par rapport à ça, on agit un peu comme des ostéos, en fait, des organisations. Parce qu'en alignant la vision, l'organisation, la structure et la culture, on fait en sorte que la stratégie se déploie de manière fluide et que l'engagement des équipes reste durable. Donc ça, c'est notre métier. Et puis, en 2019, j'ai créé la Fabrique des leaders éclairés, qui est un véritable laboratoire stratégique. Donc, la Fabrique, notre ambition est de croiser les meilleures inspirations et de tester des nouveaux modèles pour transformer durablement, donc au travers des pratiques. Donc, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas un laboratoire de théorie. On y réfléchit, bien sûr, mais surtout, on travaille sur nos pratiques, en fait. Donc, c'est quelque chose de très orienté terrain pour faire en sorte d'échanger sur 3 piliers qui sont, le premier pilier, c'est un pilier d'inspiration. C'est ce que vous vivez dans les matinales aujourd'hui. Le deuxième pilier, c'est un pilier d'expérimentation. Comme tout laboratoire, on expérimente les pratiques. Et puis, le troisième pilier, c'est un pilier de transformation. Donc, inspiration avec nos matinales. J'en profite, c'est Didier aujourd'hui qui se prête à l'exercice. Et puis, c'est Antoine Cyr, le 24 octobre, de BNP Paribas, qui est le VP BNP Paribas, et qui nous parlera effectivement de comment il a déployé la stratégie en engagement dans son entreprise, pour travailler sur la RSE notamment. Des cercles, donc, au cœur de ce dispositif, on a lancé des cercles de leaders éclairés. Donc, ce sont des petites communautés vraiment exclusives qui sont limitées à 10 dirigeants. Donc, soit des cercles DRH, soit des cercles DG, qui se retrouvent régulièrement pour partager leurs défis, leurs visions, leurs pratiques, et qui permet justement de pouvoir, soit au travers de co-développement, le co-développement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format dans lequel on va mettre le caillou dans sa chaussure qu'on a du moment. Et au travers d'un protocole que j'anime, les autres participants vont vous aider à le résoudre en posant les bonnes questions, en faisant voir les angles morts. C'est un processus qui est extrêmement riche. En 1h30, on arrive à résoudre une problématique que des fois, ça fait 6 mois qu'effectivement le dirigeant y pensait. Mais quand on est la tête dans le guidon, vous savez, tout dirigeant, on a du mal à s'extraire, à prendre de la hauteur. Et puis, au travers du regard des autres pairs, qui sont un regard bienveillant mais sans
complaisance, eh bien, on arrive souvent à trouver des solutions qu'on n'avait pas trouvées. Donc, voilà, protocole très, très puissant, s'il en est. Voilà, puis d'autres rencontres, on se rencontre aussi en physique, on fait des dîners réseaux, on fait des workshops avec des experts et des PhD. Voilà, bref, on expérimente nos pratiques et puis on échange nos visions et on échange et on essaye de trouver des nouvelles voies du leadership. Et puis le dernier pilier, c'est le pilier de transformation. Et ce pilier-là, c'est au travers des parcours de leaders éclairés, au travers des séminaires, qu'on va justement accompagner les équipes de top management et de managers à pouvoir transformer, accompagner les transformations et faire changer leur leadership, changer leurs paramètres de leadership pour avoir le leadership qui est le plus aujourd'hui adéquat et par rapport au monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, donc dans ce pilier des matinales, on a le plaisir j'ai le plaisir d'accueillir Didier Lacroix. Didier, je vais essayer de te présenter. Et puis tu m'arrêtes si effectivement c'est pas exactement ça, s'il te plaît. Et puis j'expliquerai un petit peu comment on s'est rencontrés, parce que c'est un élément marquant pour moi. Donc Didier, tu es président du Stade Toulousain, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, mais tu es un ancien joueur et capitaine emblématique. Tu as marqué l'histoire sportive avec 6 titres de champion de France, 1 titre européen et plus de 320 matchs disputés. Est-ce que c'est OK? Je ne me suis pas trompée? C'est bien ça. Et depuis 2017, en tant que président du directoire, tu as conduit le club à 5 nouveaux boucliers de Brennus. Pour ceux qui ne connaissent pas, et le milieu du rugby, le bouclier de Brennus, c'est vraiment le Graal en fait. C'est ce que tout le monde rêve. Tout le monde rêve de porter, de toucher ce bouclier-là. 2 titres européens qui confirment la domination nationale et continentale du stade. Mais aussi, Didier, tu n'es pas que ça, parce que tu as d'autres casquettes. Tu es aussi un entrepreneur visionnaire. Avec Europa Group, tu organises justement et la 3e édition, et tu nous en parleras, du séminaire Management et Performance, les 12 et 13 mars 2026 à Toulouse, au stade. Tu as créé un événement dans lequel tu réunis à la fois des dirigeants, des managers, des experts autour des grandes transformations liées au management et à la performance. Et au programme, tu as prévu, et tu nous expliqueras, des conférences inspirantes, des retours d'expériences concrets. Donc voilà, et c'est aussi un moment privilégié de networking. C'est ce qui nous rassemble aussi dans ce qui nous anime. Voilà, et c'est une occasion extraordinaire de croiser l'exigence du sport de haut niveau et les enjeux stratégiques de l'entreprise. Donc, si ça vous parle, je vous invite, et je pense que ça va être un très, très, très bon. C'est la 3e édition, donc les deux premières ont été un véritable succès. Je suis certain que cette 3e le sera aussi. Donc, je vous invite de vive voix à réserver vos dates dès à présent, parce qu'effectivement, c'est très, très demandé. Vous avez je vous ai mis dans le slide que vous voyez à l'écran, le nom de Véronique Valette et son adresse mail pour que vous puissiez en early bird, j'allais dire, réserver aux places si ça vous intéresse pour vous, pour vos équipes, pour que vous puissiez mêler à la fois le sport et l'exigence du sport de haut niveau et les exigences du milieu du travail et voir comment on travaille sur la performance. Didier, ce matin, tu vas nous partager ton expérience et ta vision autour d'un thème clé qui est le leadership durable et l'engagement collectif. Comment on fait et c'est quoi les secrets de la performance au long cours du Stade Toulousain? Pourquoi au long cours? Parce qu'effectivement, vous êtes, c'est compliqué, on n'en parle pas souvent, mais c'est compliqué quand on est le premier, quand on est leader. Comment on fait pour rester leader? Comment on fait pour garder ce niveau d'engagement quand on a déjà tout gagné? Effectivement, comment on maintient cet engagement? Comment on fait progresser ensemble des joueurs aux âges et aux aspirations très différentes? Quels rituels et processus tu permets de réussir l'intégration de nouveaux talents et d'accompagner les départs dans une culture aussi forte que la tienne? Et donc, voilà, c'est tout ça que tu vas nous dire. Avant que tu puisses te laisser la parole, Didier, je voulais rappeler à tous ceux qui nous écoutent, à tous les participants aujourd'hui qui sont en direct live, et c'est le principe de cette matinale et de toutes les matinales que nous animons, vous pouvez interagir avec Didier, c'est le moment. Toutes les questions que vous avez rêvé de lui poser, posez-lui. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de mauvaises questions et qu'il répondrait en toute authenticité et toute humilité qui est la sienne. Alors, je voulais juste, avant que tu reprennes, Didier, raconter, parce que justement, ça illustre l'humilité que tu as et c'est pour ça que tu es là. Quand on s'est rencontrés, alors, c'était au Stade Toulousain, chez toi. C'était à la cantine, je ne sais pas si ça s'appelle ça la cantine, mais c'était effectivement à l'endroit, au restaurant du stade. J'animais un séminaire avec un de mes gros clients
donc un séminaire de comité de direction. Et nous voilà en train de déjeuner. Et comme ça fait très longtemps que je rêvais que tu viennes témoigner, j'avais ça en tête, je voulais te contacter, je ne savais pas comment. Et là, pendant ce séminaire, j'en parle aux dirigeants et je dis, franchement, Didier Lacroix, si jamais je pouvais le croiser, ce serait génial. J'aimerais beaucoup lui dire de venir assister à une matinale. Et là, en train de manger, il me dit, tu vois là, Muriel, il y a Didier Lacroix qui est là-bas en train de déjeuner. Donc, si tu veux y aller, c'est maintenant. C'était un petit peu un défi, hein. Il s'est dit, est-ce qu'elle va oser le faire ou pas? Parce que, j'ai dit, OK. Alors, je fais comme chaque fois quand c'est comme ça, je me dis, au pire, c'est non. C'est un peu mon mojo. Je me dis, au pire, c'est non. J'y vais, je me lève, sous le regard de tout le monde, parce qu'il se dit, est-ce qu'elle va y aller? Qu'est-ce qui va se passer et tout ça? Donc, j'étais pour une demi-heure et là, je vais voir Didier, qui était en train vraiment en discussion. Et là, je lui dis, moi, Didier, voilà, je rêverais de vous venir, que vous interveniez dans les matinales. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous vouliez, etc. J'avais très peu le temps pour le dire. Et Didier, qu'est-ce qu'il a fait? En toute humilité, plutôt que de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Il m'a dit, regardez, ça c'est ma carte de visite. Appelez mon secrétaire, appelez la personne à qui Bruno, et merci à Bruno pour avoir organisé ça, vous lui en parlez et puis vous voyez avec lui. Donc voilà, c'est ça l'humilité, Didier, c'est ça les valeurs du rugby aussi, c'est ça qui est génial pour vous, chez vous aussi. Donc je voulais vous en remercier et puis voilà, souligner comment voilà notre rencontre, comment elle s'est faite. Il n'y a pas de hasard, je ne crois pas au hasard en tout cas. Et puis donc voilà. Ouais. Mais Didier, maintenant, expliquez-nous à vous, je vous laisse la parole. Comment on maintient un niveau d'engagement et de performance durable quand on a tout gagné, en fait, Didier? Comment on fait ça? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse interagir. Donc, je pense que Muriel a cette capacité-là d'être un médiateur sur cette matinale. Tout d'abord, merci de ce temps de parole, de ce temps de partage. Je dis toujours que le Stade Toulousain est un bien commun. Sa structuration capitalistique fait que nous ne sommes pas rattachés à une personne ou à une personne morale. Et on a un parcours pour peu de tout ce que j'ai pu apprendre de mes prédécesseurs et de l'histoire de ce club, qui est en fait ouvert sur l'ensemble du monde de l'entreprise, du monde sportif. Et c'est à ce titre-là que je suis à vos côtés ce matin. Non pas pour déclarer une prophétie qui est prétentieuse et certainement donneuse de leçons de temps en temps, ou considérée comme donneuse de leçons quand on est dans une condition concurrentielle, mais d'essayer encore une fois, sans flagornerie, de faire participer au côté expérience que l'on peut avoir au Stade Toulousain. Alors, Stade Toulousain, je le dis, c'est une entreprise, mais c'est surtout un club. Ça a créé énormément de différences. Le monde du sport, pour pouvoir le caricaturer en quelques mots, c'est d'abord en termes de RH, parce que si on parle véritablement de management, sachez que la difficulté du monde du sport, et chez nous, bien entendu encore plus dans un monde concurrentiel, c'est qu'on fait un organigramme, une réorganisation, une réorg toutes les semaines. Toutes les semaines, on balaye l'organigramme, toutes les semaines, on explique sur un groupe de joueurs, de 70 joueurs qu'entraîne aujourd'hui le stade de l'équipe première et de la deuxième équipe. Ils recomposent deux groupes de 15 joueurs qui jouent, 23 joueurs qui sont sur la feuille de match et globalement 30 joueurs qui se déshabillent, ce qui fait pour ceux qui ont compté encore 10 joueurs qui sont soit blessés, soit pas invités à se déshabiller. Et donc, c'est une usine à frustration quelque part, dès le plus jeune âge, puisque certains ont travaillé toute la semaine
et ne sont pas invités à la partie émergée de l'iceberg qui s'appelle le match. Avant même donc d'avoir à s'exprimer publiquement, on est passé par les fourches coudines de décisions humaines qui sont assez compliquées. Et d'ailleurs, on verra si on va jusqu'à l'expérience de la data et de ce que l'on essaye de mesurer aujourd'hui, on verra qu'il y a des choses assez surprenantes dans notre formation, dans l'analyse de notre formation, pour regarder combien de semaines il se passe entre un premier entraînement au sein même du cercle de l'équipe première, combien de temps on met pour jouer un premier match et combien de temps on met pour jouer un 5e match et s'installer de façon un peu plus durable quelque part. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc je disais, les spécificités d'un club, c'est effectivement une temporalité également, peut-être encore plus forte que celle des entreprises. Bien sûr qu'il y a l'exercice comptable et son analyse, mais il y a la saisonnalité avec une particularité là encore sur un plan humain, c'est qu'un tiers de notre effectif, presque plus d'un tiers en ce moment, sur un tiers de l'année, va jouer avec l'équipe nationale. C'est-à-dire que si vous avez une S2I, vos meilleurs informaticiens, votre meilleur DRH et votre meilleur comptable, pendant un tiers de l'année, va jouer avec l'équipe nationale des S2I pour le bien national, certes, avec beaucoup de fierté, certes, mais il est éloigné des effectifs que nous avons régulièrement. Donc, ce qui fait qu'on a une saison qui est hachée. On a des joueurs qui peuvent être, si on n'y fait pas attention, tiraillés entre deux objectifs. Et si le rugby, pendant un temps, a été le foyer de querelles intestines entre justement les intérêts de l'équipe de France et les intérêts des clubs, on fait partie d'une génération sur laquelle, je vais dire, j'ai beaucoup œuvré et on a beaucoup œuvré pour arrêter de faire de ces joueurs des joueurs de parents divorcés et d'essayer de les remettre dans un objectif plus global qui fait en sorte que l'ensemble des deux parties puissent s'entendre. Donc là encore, dans les parallèles et dans les différences, comprenez bien que rares sont les managers qui travaillent. Non, c'est pas rare. C'est que seul le monde du sport, et plus particulièrement le rugby avec des superpositions d'agenda, seul ce monde-là est confronté à avoir des managers qui sont obligés, avec tout l'ego que ça comporte, de s'entendre avec d'autres managers qui ont eux-mêmes d'autres objectifs pour le même joueur, mais qui jouent encore d'autres compétitions. Il faut bien avoir tout ça en tête parce que l'accompagnement, bien entendu, managérial de l'ensemble de ces joueurs font qu'on a cette particularité au Stade Toulousain et dans les clubs en règle générale. On a une culture de la différence au Stade Toulousain, en particulier au Stade Toulousain, puisque l'année dernière, c'était 15 joueurs qui sont partis sur les différents matchs de l'équipe de France, c'est-à-dire un tiers de l'effectif, je l'ai déjà dit, mais 15 joueurs, c'est également une équipe complète. C'est-à-dire que, alors, il y avait certains joueurs qui étaient retenus et qui jouent le même poste, ce qui veut dire que vous pouvez carrément avoir pendant ces périodes un poste qui est décimé de ces deux meilleurs joueurs. Et donc, on a une planification qui est hyper importante, une temporalité et une planification. Et d'évidence, ce que l'on a essayé de faire, c'est de se concentrer sur quels outils, quels tips, quelle voie on doit utiliser sur la communication. Je vais rester sur la cible
essentielle des joueurs, même si le club a une composante bien plus globale dans son économie. Le joueur, c'est un individu entre 18 et 34 ans, une génération, alors je ne sais pas à laquelle on est passé à X, Y, Z, je crois même qu'on est revenu au A de l'alphabet suivant. On a effectivement dû travailler avec leur code et leur habitude, leur manque de concentration, enfin leur manque de durée de concentration, mais également une génération qui est tout le temps à l'heure, parce qu'elle travaille avec ça. Une génération qui utilise beaucoup l'image. Donc, sur l'ensemble des choses qu'on a à leur dire, on mixe deux méthodes. La première, c'est ce qu'il y a derrière moi. Alors, celui-là, c'est celui du staff. C'est les plannings. À quel moment ils sont avec nous, à quel moment ils vont partir avec l'équipe de France, à quel moment on va jouer la Champions Cup, qui est notre deuxième compétition, à quel moment ils vont repartir en équipe de France, avec quel moment ils vont revenir avec nous et jouer les phases finales pour monter en puissance sur le mois de juin. Et en fait, je parlais d'enfants divorcés, ça ressemble malheureusement pour y être passé au frigo sur lequel il y a semaine avec papa, semaine avec maman, et ils ont besoin de ce repère-là. Pardon. Ils ont besoin de ce repère-là parce que effectivement, ils ont besoin de regarder leur année entière. On ne peut pas aller au-delà de l'année, bien entendu. Et en même temps, on revient sur l'outil de prédilection et on revient sur ce qu'on est en train d'utiliser, la partie ordinateur et la partie diffusion, pour être dans le programme hebdomadaire et dans le programme de la journée. Autrement dit, comment dans la semaine, on va être sur l'après-match, la récupération sur un plan physique, mais l'analyse du match précédent, et comment on va transformer dans la semaine pour rebasculer sur l'adversaire et le week-end à venir, tout en essayant de regarder sur ce temps court qu'est-ce qui se passe sur le temps long. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, on est en train de regarder avec chacun des joueurs la prestation du week-end dernier, et pour ceux qui s'y intéressent, il y a de quoi dire. La prestation à préparer pour demain et l'ensemble de ce que l'on a préparé sur un plan stratégique pour jouer l'équipe de Castres. Et en fait, on est en train de les préparer tous pour leur objectif de la saison et des saisons à venir. Des saisons à venir, ça veut tout simplement dire qu'on n'entraîne pas un joueur de la même façon à 20 ans et à 30 ans. À 20 ans, il est en développement. À 30 ans, on essaye de conserver ses qualités et de les faire durer. On n'entraîne pas de la même façon quelqu'un qui va jouer en fin de semaine et de quelqu'un qui ne va pas jouer en fin de semaine, bien entendu avec l'exception de la blessure. Et on ne va pas avoir le même discours avec quelqu'un qui a été non performant et qui doit repasser par la case travail, qu'avec un joueur qui est très performant, mais qui a besoin de durer parce qu'à son poste, on n'est plus démuni, et donc il faut qu'il dure au moins jusqu'au retour de blessure des autres, voire même plus s'il veut garder sa place. Et en fait, ce que je suis en train d'expliquer par l'exemple, c'est que tout simplement, managérialement parlant, il faut essayer de trouver le discours le plus adapté, le plus personnalisé, adapté à la temporalité, adapté à l'état de fraîcheur mentale des individus, adapté aux personnalités de chacun des individus. Et c'est la difficulté du manager, enfin des managers, parce que bien entendu, c'est en répartition de rôles pour arriver jusqu'à là, que l'on voit l'ensemble de cette organisation.
bien entendu, la question qui est posée, c'est comment on fait sur une saison qui suit un titre, qui elle-même est suivie par 2 titres, qui elle-même est suivie par un autre titre. Sur les 3 dernières années, on a gagné 3 fois le championnat et gagné une Coupe d'Europe, enfin une Champions Cup sur l'année 2023, 24, pardon, avec un doublé. En fait, moi j'utilise beaucoup cette expression sur un plan des organisations, qu'elles soient sportives et non sportives, c'est de démonter le moteur et de se poser la question de le remonter. Démonter le moteur, surtout quand il marche bien, et de se poser la question de savoir si on le remonte à l'identique ou si on rajoute des options, quelle est la version néo que l'on peut mettre en place. Tu peux nous donner des exemples, Didier, s'il te plaît, ce que tu appelles, pour être plus concret. Démonter la formation de fond en comble chez nous, alors que c'est notre plus grosse ressource, et c'est assez risqué parce que quand on parle de la formation, on se dit au Stade Toulousain, ils ont tellement l'habitude, c'est historique. En fait, ce n'est pas si historique que ça. Il y a des temps forts et des temps faibles dans notre formation. On s'est aperçu qu'on arrivait à former des joueurs de qualité, mais qui, il y a une dizaine d'années, avaient un petit creux dans la qualité de compétiteurs. Et quand on a démonté le moteur, on s'est aperçu d'une chose, c'est que on formait de plus en plus les individus. On ne les formait pas forcément à une deuxième composante qui est la stratégie collective, autrement dit de qui prend les décisions en relais des entraîneurs sur le terrain, et quelle était l'attitude par rapport à la gagne. Et là, encore une fois, je m'en excuse, on va être un peu prétentieux comme on sait l'être de temps en temps au Stade Toulousain. En fait, on s'est aperçu que plus on gagnait dans les catégories des jeunes, plus on formait des joueurs qui avaient en eux cette drogue qui s'appelle la gagne. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un temps, on disait on va s'éloigner un peu de la compétition, c'est pas grave s'ils ne gagnent pas chez les jeunes, on est trop compétitif. Alors, attention, hein, je vous parle à partir de 14 ans, on ne va pas non plus demander à des gamins de 10 ans de faire la guerre pour gagner le tournoi du coin et le tournoi du quartier. Mais même dès l'âge de 14 ans, quand vous êtes cadet, que vous gagnez, vous avez un moment suspendu avec votre famille, avec votre voisin qui vous a renvoyé 30 fois le ballon depuis que vous êtes né. En junior, c'est l'ensemble de la rue qui est au courant, plus l'ensemble du collège ou du lycée. En espoir, ça s'étend à un bout d'université et un public supplémentaire. Et quand vous gagnez le top 14 et la Coupe d'Europe, c'est l'ensemble d'une nation, c'est une place du Capitole qui est pleine et un instant suspendu où on voit des liesses de joie collective que l'on doit qu'au monde du sport. J'ai oublié, vous avez bien compris que je suis l'homme le moins objectif de la Terre et qui est plus un homme de passion et de subjectivité qu'autre chose. Donc effectivement, quand on se retrouve dans ce moment suspendu, on trouve les ingrédients dans la saison qui suit, on trouve les ingrédients qui permettent de se sublimer quand c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est tellement bon d'y revenir, qui a une force de travail, qui a un esprit de compétition que l'on crée, qui est collectif et individuel, parce qu'il n'est pas qu'individuel, il n'est pas que collectif, que l'on essaye de recréer. Et en fait, on s'est aperçu
que plus on gagnait tôt, plus on construisait des joueurs qui avaient un appétit de gagne. Et notre génération fait de Cyril Baille, Julien Marchand, Doudou Aldeguerri, François Cros, Thomas Ramos, ils ont gagné chez les jeunes. Et il est important que dans la formation, on gagne chez les jeunes. Pourquoi nous, on insiste sur la formation? Parce qu'on a, sur un plan très prétentieux, on a un jeu qui demande des prérequis, qui demande un certain nombre d'automatismes, qui demande un certain nombre d'intentions, qui, si elles sont, si on arrive à les acquérir le plus tôt possible, elles permettent effectivement d'atteindre de meilleurs résultats que ceux qui le prennent au fil du temps sur un recrutement. Autrement dit, nos recrutements sont un échec de la formation. C'est parce qu'on n'a pas su, à ce poste-là, dans la pyramide des âges, trouver la succession que l'on va chercher à l'extérieur. Ou alors, et j'en souris par avance, ou alors c'est que on est, ça va parler aux généticiens, ou alors on est trop proche de la consanguinité, et donc il faut qu'on régénère un peu notre sang. Exemple, le staff de l'équipe du Stade Toulousain est composé à 100% que de personnes qui ont porté le maillot du Stade Toulousain, mais il y en a quelques-uns, dont le président, qui ne sont jamais repartis dans un autre club, et il y en a d'autres qui sont partis dans un autre club et qui sont revenus, ou qui sont arrivés sur le tard, comme Jérôme Queneau, qui nous a amené toute l'expérience, et notamment son body language, cher à nos amis néo-zélandais, qui restent quand même au fil du temps la plus belle marque du rugby français, même si le Stade Toulousain est certainement la deuxième marque du rugby mondial. Du rugby mondial. Jérôme Queneau nous a amené des choses en complément de ce que nous avions déjà. Donc, on est toujours en train de regarder ce que l'on sait faire et comment on arrive à le mettre au goût du jour le plus possible, et comment on amène des éléments extérieurs pour être bien sûr ouvert sur ce qui se fait ailleurs et pas se sentir dépassé. Tout ça, ça s'appelle tout simplement la remise en cause. Quand on parle de démonter le moteur et de remonter, c'est de se remettre en cause. Quand on se pose la question de dire comment on peut progresser sur la touche, qui est un des lancements du jeu du rugby, on a plusieurs façons de le faire. Bien sûr, on peut se poser la question de dire comment font les autres, les Irlandais, les Néo-Z, on l'a dit, ce qui se fait de mieux au niveau international, notamment sur la touche. C'est important, on en a presque fait le tour. Du coup, on cherche également sur des gens qui ont besoin des mêmes aptitudes. Et en fait, besoin d'avoir les mêmes attitudes que la touche, ben, c'est le basket, c'est le volley, c'est ceux qui cherchent à trouver de la détente, à lire des trajectoires, à avoir des déplacements qui précèdent le lancer. Et donc, tout ça, c'est regroupé dans un thème qui s'appelle la curiosité. Et quand on parlait de la temporalité tout à l'heure, la double commande permanente du Stade Toulousain, c'est de dire, oui, on a le match de Castres à préparer pour demain, mais on a tous en tête que l'on doit préparer l'évolution du jeu au sein même d'une saison et plus en rupture à l'intersaison pour, encore une fois, passer de l'étape, je vais faire très simple, de l'étape 1, alors il y a la 1-1, 1-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5,
Et à un moment, on doit passer à une vraie rupture, c'est le 2-1, 2-2, et on passe étape par étape. Donc, ils ont toujours ce qu'on appelle le lab, une obligation d'être sur l'exécutif, mais également des temps de curiosité sur qu'est-ce qui se passe dans les autres sports, qu'est-ce qu'on peut prendre dans le monde de l'entreprise également, comment on s'enrichit d'échanges comme on va faire tout à l'heure avec du question-réponse, parce qu'on est remis en cause sur certaines choses que l'on pourrait essayer de vouloir partager, mais également on a soif d'apprendre au travers d'autres expériences. Donc on a beaucoup de rencontres, et ça c'est quelque chose que je rêve de voir un jour en entreprise, cet échange-là, comment on sait envoyer des collaborateurs ou en tant que manager, être soi-même en capacité d'aller chez quelqu'un d'autre, voir comment ça se passe. Et nous, on le fait très souvent. Nos portes sont ouvertes à d'autres sports, à d'autres managers, pour pouvoir effectivement, pendant une journée de travail qui est classique, sur lequel on fait son travail, on continue à échanger à des temps de pause ou à la fin de la journée. On a des temps d'échange avec des gens qui, en fait, viennent voir ce qu'on fait, mais la plupart du temps, on apprend d'eux. Merci Didier. Alors, je vais essayer d'extraire les pépites dont tu nous as alimenté, parce que c'est très dense ce que tu dis. Alors, j'en ai retenu 3 pour l'instant, mais il y en a plein d'autres aussi. Je vois dans le chat qu'il y en a plein d'autres. Le premier, c'est, et ça m'a marqué, c'est prendre le temps, tu disais, ritualiser et prendre le temps d'analyser l'avant. Donc, cette hauteur-là, tu vois, pour analyser, pour justement, tu vois, cette prise de hauteur sur le match d'avant, préparer le présent et anticiper le futur. Et je trouve que ça, c'est extrêmement important. Je me demande si en entreprise, on prend vraiment bien ce temps-là, en fait, aujourd'hui, comme tout va en accélérer, pour prendre un peu de hauteur, pour analyser, se faire du feedback sur qu'est-ce qui s'est passé. On voit le match avant et ces 3 temps-là. Donc, je trouve que effectivement, c'était un premier tip que je trouvais intéressant, de prendre ce temps-là et de le ritualiser, parce que j'imagine que c'est ritualisé, c'est des moments précis que tu fais, puis tu nous le diras. Ça, c'est le premier tips. Le deuxième tips que tu disais, c'est avoir un langage spécifique à chacun, individualisé, tu nous as dit. C'est-à-dire que moi, j'entends trop souvent qu'on dit, tu disais, génération X, Y, tout ça, ils sont tous pareils, comment ils sont, quels sont les comportements qu'il y a, etc. Peut-être qu'il y en a des communs, mais en management, c'est l'individualisation, en fait, qui compte. C'est répondre aux besoins de chacun, en fait. C'est quoi le besoin de quelqu'un qui a… voilà, tu citais, et vous avez vraiment disséqué les différents besoins de vos joueurs. Donc, je trouve ça très intéressant. Le troisième, c'est se remettre en question permanente. C'est le fameux je redémonte le moteur, même s'il fonctionne bien. Et là, je trouve que c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, Didier. On n'attend pas qu'il soit en panne pour regarder ce qu'il y a dans le moteur. On le fait en anticipation parce qu'on se remet en question en permanence pour pouvoir s'améliorer en continu, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Voilà. Moi c'est ces 3 points-là, cette remise en question permanente que tu disais qui m'a marqué et sur lequel je fais le parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui en entreprise. Et puis après, tu disais, bien effectivement, plus les gens donnaient une culture, un état d'esprit, plus tu vas… plus tu vas former les gens à avoir cet état d'esprit jeune, en fait, et plus tu vas les amener à ce qu'ils puissent le conserver, en fait. Je crois que c'est ce que tu disais en disant il faut que dès les jeunes, on forme un mindset, en fait. Il faut qu'ils aient un esprit de gagnant. C'est pas au moment où c'est pas plus tard, c'est dès le jeune âge, donc dès l'intégration, etc. Et je trouve que c'était intéressant en disant, peut-être, en fait, ton point de vue de dire, c'est quand on va chercher des gens à l'extérieur, c'est peut-être parce qu'on n'a pas su faire à l'intérieur, en fait, qu'on va le chercher. Voilà, donc tu l'as dit, c'est peut-être un échec. Et puis, par contre, le 4e point, ou pas, hein, ou alors c'est parce qu'on veut du sang neuf, tu l'as dit, c'est peut-être conscientiser. Et puis, le 4e point que tu disais, c'est aller se nourrir et prendre des temps d'échange avec une entreprise qui n'est pas le nôtre, ce qui empêche d'être toujours auto-centré sur soi, et c'est aller s'oxygéner
aller voir les pratiques des autres et encourager les autres à le faire aussi, hein, une sorte de vie-à-vie à l'extérieur de l'entreprise. C'est un peu ce que je fais avec les cercles, quand les dirigeants échangent entre eux, ils s'aperçoivent que finalement, ils ne sont pas tout seuls à avoir cette problématique-là, et que finalement, il y en a plein d'autres qui la partagent, mais que comme ils sont généralement 99% du temps dans leur entreprise et à se concentrer, on s'aperçoit qu'en prenant un peu de hauteur et en échangeant avec les autres, il y a plein de choses qu'on apprend des autres. Donc voilà, cette ouverture d'esprit, cette ouverture à l'extérieur. Est-ce que Didier, est-ce que je n'ai pas déformé tes propos et tes intentions? Tu me dis, je ne me vexerai pas si c'est le cas. Non, non, bien sûr. Alors, l'analyse et l'analyse individuelle, je pense qu'elle existe au monde de l'entreprise. Les managers sont là pour ça. C'est quelqu'un qui est directeur commercial et qui est en tournée avec ses commerciaux. Il a ce temps-là de passer une journée avec et de pouvoir le laisser faire et pouvoir prendre le temps de l'analyse de chacun des rendez-vous, de quelle capacité d'adaptation le commercial a eu justement avec son client. Mais en fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire et qu'est-ce qui est similaire ou du moins qu'est-ce qui est inspirant. Et on le fait depuis le plus jeune âge en tant que parent. Si tu commences la phrase par bon, mais tu comprends rien à cet exercice, mais pourtant c'est simple, et que tu rentres dans le développement, d'évidence, le gamin, il va être moins en écoute parce qu'en fait, tu es en train de le traiter d'abruti avant même de pouvoir commencer à lui expliquer. Donc, le plus important, et c'est ce qu'on essaye de faire, bien entendu, c'est de conduire à l'auto-analyse. L'auto-analyse, c'est là où on peut effectivement avoir l'impression de perdre du temps, mais en fait, on en gagne. Si les entraîneurs rentrent de suite dans l'analyse et sur une surréaction et viennent donner leur appréciation sur le match précédent, ben on va être dans une information uniquement descendante. Or, si on se donne le temps et on laisse le temps aux joueurs le lendemain d'analyser en les nourrissant de ces fameuses datas, de la vidéo qui les concerne, d'avoir tout le découpage du match pour analyser, si je reviens sur l'exemple de la touche, on a forcément plus de résultats si eux-mêmes se sont analysés et si eux-mêmes sont à la recherche de solutions qui seront confirmées ou infirmées ou à peine modifiées par le manager derrière. Donc, c'est encore une fois aller chercher l'autocritique avant même de venir compléter managérialement parlant. C'est ce qui en donne les temps, bien entendu. Je sais pas, des fois je lis les filtres les chats qui passent et certaines questions. Là, il y a, je voudrais revenir sur Enzo qui dit: c'est bien dommage de former qu'à cet esprit de gagne dès le plus jeune âge, justement. On peut bien entendu s'émouvoir de dire oui, le discours il est très compète, il est très raide. Bon, d'abord, je rappelle bien qu'on n'est pas descendu en dessous de 14 ans. Peut-être que certains le mettent au bout de 15, déjà trop tôt à 15 ans. Le sport, et encore une fois, je suis tout sauf objectif, c'est beaucoup de plaisir, c'est beaucoup de passion. Mais je l'ai dit en préambule, le sport de haut niveau, hein, pas le sport que tu fais avec tes potes du lycée, à la fac, le match de foot du vendredi soir avant d'aller boire un coup, où là, on est plus dans le côté social et le côté on se réunit et on gabane peu. Le sport de haut niveau,
il est hyper difficile. La composition des équipes, c'est une vraie usine à frustration. Et si tu n'es pas équipé pour pouvoir aller jusqu'au plus haut niveau, ça devient difficile. Et je suis très cru, et j'en suis désolé, et je préfère bien sûr les réunions physiques pour pouvoir avoir un rapport, y compris visuel, avec les personnes avec qui je suis, surtout pour parler de ça. La finale du 100 mètres des JO, ce n'est pas un exemple de RSE. Tu ne peux pas tendre la main à l'ensemble des gens qui, par malheur, sont en handicap, etc. On est obligé de faire autant de finales de 100 mètres qu'il existe de handicap. Mais la finale du 100 mètres, c'est le plus rapide du monde qui la gagne. C'est comme ça. La compète de haut niveau, elle est faite pour les gens qui ont eu le plus de résistance à l'échec. Il y a d'autres moments où on a des choses qui sont plus douces, plus dociles, moins sur l'exigence, mais la compète, elle est vraiment de ce niveau-là. Et effectivement, c'est ce qui nous différencie aussi du monde des entreprises, parce que ça nous pousse, encore une fois, à être raide. Hugo le dit souvent, on est obligé d'être très raide, plus que de nature, dans le choix. La seule chose qui nous sauve dans cette raideur, c'est d'être juste, ou du moins de se donner les moyens de l'être le plus possible. On a tous envie, bien entendu, de l'être à proprement parler. Voilà. Donc, c'est pour répondre je ne sais pas si je dois répondre en l'épuisant ou si vous allez le faire, vous, Muriel, au fil de l'eau, pour pouvoir présélectionner ceux qui vous paraissent le plus important. Quel levier pour remobiliser l'équipe autour d'une compétition, d'un championnat qu'elle a gagné? On l'a un peu abordé, mais il y a des moments, c'est dur. Quand je dis il y a des moments, c'est dur, cette semaine, ça fait 5 ans qu'on n'avait pas eu un écart aussi important entre notre adversaire et nous-mêmes, avec une équipe qui, sur le papier, est une équipe très performante, avec des joueurs de très très haut niveau. Oui, on va se poser la question de savoir si, pour certains d'entre eux, ils n'ont plus que le nom, l'enveloppe, mais pas le contenu. Oui, on va se poser la question de savoir si c'est uniquement lié au fait qu'on ait repris tardivement la saison. Donc, on a fait un choix d'être peut-être un peu moins près au début, mais pour pouvoir durer, plutôt que avoir les organismes et surtout un des organes les plus importants du corps humain qui, lui, a besoin d'énormément de repos, ou du moins il s'appelle le cerveau. Et parfois, on paye en fin de saison les instants de surchauffe du début de saison, que ce soit sur un plan physique ou sur un plan du cerveau. Et puis, des fois, on se plante. Il y a des fois, on trouve pas dans nos mots, dans nos discours, dans nos actes, la capacité à trouver immédiatement le bon ton, le bon discours, parce qu'on s'est trop écarté de cet équilibre-là, et qu'on se ramasse avec non pas une seule défaite, mais on se ramasse avec un ou deux week-ends sur lesquels on passe à côté. Donc, on ne détient pas la vérité, et comme tout le monde, et bien sûr que vous l'avez tous eu comme illustration, mais moi, elle me plaît toujours autant, même si on l'a entendu maintes et maintes fois. À part le handicap, encore une fois,
tout le monde marche dans la vie. Mais il y en a qui marchent à 2 ans et il y en a qui marchent à 6 mois. Et ça ne veut pas dire que celui qui marche à 6 mois, il va être plus performant pour tout. Ça ne veut pas dire que celui qui marche à 2 ans, il va être long à la détente sur tout. C'est juste qu'il y a un moment, celui de 6 mois, il s'est peut-être lancé 10 fois plus tôt et qui s'est fait 10 fois plus violence, entre guillemets, parce qu'il a pris d'ultra gamelle avant de marcher un peu plus rapidement. Et il y en a un qui était un peu plus précautionneux dans la cour de maternelle et qui s'est lancé un peu moins vite. C'est comme ça. Nous, les managers, on a à s'adapter à ça, à s'adapter à l'ensemble des différences des individus que nous avons, avec leurs qualités, leurs faiblesses et leur capacité surtout à avoir envie de combler leurs faiblesses et avoir envie également, ça c'est encore plus vrai dans le monde sportif, si on a un super pouvoir, il faut le développer en priorité. Il faut insister sur les super pouvoirs. C'est parce que tu as au moins un super pouvoir que tu peux créer une différence. Tu peux combler tous tes manques ailleurs, mais le plus important, c'est d'être de plus en plus fort sur ton super pouvoir. Et c'est lui qui te permettra de sortir, bien entendu, du lot, comme on dit, de ton entreprise ou autre. Alors, j'ai une question, je vais la prendre, puisque tu me disais, Didier, si ça te va bien. Justement, comment, après j'en ai une autre, comment, est-ce que tu arrives à motiver justement les joueurs qui vont pas être titulaires, ceux qui vont rester sur la touche, en fait. Sous-entendu, par exemple, dans une entreprise, ceux qui ne sont pas promus, en fait, comment tu arrives à garder la motivation lorsque, dans une entreprise, tu sais que tout le monde ne peut pas être promu. Et gérer cette frustration-là, comment vous faites dans le sport? Comme dans le monde de l'entreprise, il y a plusieurs temps à ça. La première, c'est l'explication, surtout si elle est ressentie comme une injustice. Parce que dans l'entreprise, il y a aussi des moments où il y a un poste qui se libère de manager, il y a 3 candidats possibles, il y en a un des 3 qui est choisi, sauf que les 2 autres, ils disent c'est légitime, on a ressenti qu'il était meilleur que nous. C'est plus compliqué quand effectivement, à tes yeux, c'est nourri d'injustice. Donc, est-ce qu'il faut se justifier ou pas? La réponse pour moi, elle est au moins d'avoir un temps de discussion, dans le cas que j'évoque, mais elle peut aussi s'accompagner, et c'est le cas chez nous, c'est encore plus le cas parce qu'il y a une certaine durabilité qui n'est pas identique. Je vous rappelle qu'on est dans le monde sportif professionnel avec un droit très spécifique d'avoir des CDD d'usage, c'est-à-dire qu'on peut répéter un joueur est en règle générale dans un club entre signe des contrats. Nous, on essaye de signer des contrats longs entre 3 et 4 ans, mais c'est entre 1 et 3 ans. Et que l'on peut répéter, mais il y a une remise en cause avec une échéance qui est connue. Alors que quand on est sur un CDI en entreprise, on n'est pas tout à fait sur les mêmes échéances. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on est en CDI qu'on n'a pas le droit de parler avec un collaborateur de temps et de pouvoir dire, ok, tu pensais avoir ce poste, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu attends que de nouveau ce poste se relibère? Mais comme on vient de le nommer, s'il faut, c'est ad vitam aeternam. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut t'exploiter? Est-ce que tu veux partir? Et est-ce que tu veux partir, ça permet souvent, pas toujours, parce qu'on peut aller jusqu'à la rupture, ça permet souvent de pouvoir remettre les compteurs à zéro pour qu'il reste dans le poste dans lequel il est, en ayant, au final, eu le droit de se poser la question,
je pars pas. Mais si je pars pas, je m'y remets à fond. Sinon, tu remets toujours en cause la décision qui a été prise et tu nourris, tu nourris de La l'aigreur. frustration, ouais. C'est important ce que tu dis, remettre toutes les choses à plat en fait. C'est-à-dire, il y a pas de, on ne met pas sous le tapis. Quand tu sens qu'il y a une frustration comme ça, parce que tu sais qu'elle existe, eh bien il faut le dire, il faut communiquer en fait. On le cache pas et on ne se ferme pas les yeux parce qu'on sait que de toute façon il va y avoir de la frustration. Ça c'est important, Didier. Les questions que tu poses en disant qu'est-ce que vous en faites de ça, est-ce que aller jusqu'à est-ce que vous souhaitez partir parce que cette décision va faire trop de la frustration, de la colère, etc. C'est important aussi de se la poser. Je pense que c'est un principe de responsabiliser la personne que tu as en face, en fait, aussi. Ouais. Je ne sais pas si vous avez pu glaner d'autres questions, parce que moi… J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Les quelques-unes, ou les regrouper par thème, parce qu'effectivement, il y a des fois, je les regarde à l'écran et entre-temps, elles changent, donc je peux pas… T'inquiète pas, Didier, t'inquiète pas. Je le fais, je veille au grain. Je veille au grain, Didier. Moi, il y avait une question que j'avais posée, parce qu'elles se regroupaient toutes, donc elles étaient vraiment là-dessus. Donc, quel levier tu as répondu? Il y avait une question, parce que quand on en a parlé, et je trouvais que c'était important, si on revient sur la cohésion d'équipe. Donc, tu nous as parlé d'intergénérationnel, de comment on intégrait, comment on formait. Mais quand on s'est eu, tu m'avais dit, c'est extrêmement important, cette notion de culture commune. Et tu m'avais cité un exemple où effectivement, quand vous aviez d'échecs, parce que la composition de l'équipe avait suscité peut-être des clans et que ça n'avait pas marché, la greffe n'avait pas fonctionné et que du coup, ça avait pénalisé l'ensemble du collectif en fait. Et je me souviens que tu m'avais dit ça. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Comment tu fais? Parce que tu as des cultures, donc tu as parlé d'intergénérationnel, mais interculturel. Tu es un club interculturel aussi, et tu l'as dit. Donc comment tu fais pour qu'on puisse faire équipe et vivre et être performant dans cette culture, quand les cultures sont différentes? Alors, là encore, on est plutôt dans une différence entre le monde sportif et l'exemple du Stade Toulousain et le monde de l'entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai parlé d'une génération avec une certaine homogénéité, puisqu'on est entre 18 et 30 ans, 34 ans. Pour nous, ça paraît énorme, ça veut dire que c'est 3 générations. Mais c'est que des hommes. Et ça reste quand même 3 générations. Dans le monde de l'entreprise, on peut gérer de 18 à 60. On n'ose même plus donner l'âge de la retraite. Mais plus de 60 ans, des hommes, des femmes et des parcours complètement différents. Donc, même dans les team building, des activités que l'on peut faire, on n'a pas forcément le loisir de pouvoir faire le même type d'activité. Pour autant, le vieillissement d'une génération, c'est-à-dire d'avoir des joueurs qui ont plus de 28 ans ou en entreprise qui sont à plus de 55 ans, c'est une vraie problématique d'avoir conscience de la pyramide des âges et donc de la transformation du mode de management qu'on va avoir. C'est prépondérant. Ce qui est très important chez nous, et attention, sujet sensible dans la société d'aujourd'hui, mais tant pis, à mon niveau, je suis obligé de l'exprimer ainsi. On a un vestiaire qui doit être réfléchi avec des gens qui vivent différemment. Il y a 3 sources de joueurs dans le championnat français actuellement. Il y a les Français, il y a les Anglo-Saxons et il y a les Iliens, qui sont 3 ressources de recrutement. Je pense qu'une des choses qui se passe chez nous de façon assez remarquable, c'est que ce vestiaire n'est pas divisé chez nous. Il est divisé dans bon nombre de clubs, pas tous, mais beaucoup de clubs ne prennent pas conscience de ça.
Or, ce sont des gens qui vivent à des rythmes différents, qui s'alimentent différemment, qui prient différemment, et certains iront faire des similitudes également chez eux. Et on se doit, nous, de les traiter de façon la plus uniforme possible. Et en fait, nos leaders, la chance, c'est que dans les anglo-saxons, je parlais de Jérôme Queneau. En fait, Jérôme Queneau, c'est le plus français des Néo-Z. Joe Tekori, c'est le plus français des Iliens. Et je pense que c'est une force. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont dans notre staff. Parce qu'ils ont une capacité à contenir les excès de chacune de ces communautés pour les réaxer, non pas dans le tronc commun français, mais également d'amener les Français sur le tronc commun général, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est prendre conscience et faire que ces différences soient une force, parce qu'on vient se renforcer sur ce que l'on prend à chacun. C'est quelque chose, bien entendu, dont on doit se poser la question sur un plan de l'entreprise à proprement parler. Encore une fois, je vous en parle avec d'autant plus de facilité parce qu'on s'est axé essentiellement sur la gestion sportive, bien entendu, et essayer d'en tirer des valeurs d'exemple. Mais n'oubliez pas qu'au mois d'août, le Stade Toulousain a fait 300 feuilles de salaire. Il n'y en a que 100 qui concernent le secteur sportif. Et donc, 2/3 de l'effectif est un effectif classique qui part du métier de plongeur à la brasserie ou au grand café du stade, à vendeur à la boutique du centre-ville, à gestionnaire des stocks sur la logistique du online, en passant par tous les services transversaux classiques de marketing, de commerce, de DSI, avec des filles et des garçons qui ont là, effectivement, entre 18 et 65 ans, dont une responsable du centre de formation qui a 34 ans de boîte et un stadium manager qui a 35 ans de boîte. Donc, on a ça quand même également au Stade Toulousain et on a effectivement ces deux mondes de surcroît qui pourraient, je le mets bien au conditionnel, mais c'est un réel danger, qui pourraient s'opposer. Parce que des salaires différents, parce que des contraintes différentes, parce que des niveaux d'exigence qui pourraient être différentes, en fait, elles ne sont pas tant que ça, mais ce que vous vivez en écoutant ces parallèles et ces différences, moi, c'est mon quotidien. Parce qu'en fait, je suis tout le temps en train de joindre les deux mondes. Merci Didier. Donc du coup, tu l'as dit, le type, c'est pas amener l'autre à vivre dans sa culture, en dire on va tous en faire des cultures et la seule culture qu'il y a, c'est la culture française. C'est de trouver le point de convergence culturelle, en fait. C'est ça, là où les gens peuvent se retrouver, en fait. C'est bien ça, hein, c'est pas la conformité à notre système, c'est pouvoir trouver le tronc commun qui va leur permettre de vivre ensemble et de bien être ensemble, même si chacun a en respectant l'ADN de chacun. C'est ce que j'ai compris, Didier, dans l'approche que vous avez. Complètement, mais encore une fois, on le vit sur... on ne joue pas pareil en top 14 et en Champions Cup. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chef du jeu, qui est l'arbitre, n'arbitre pas pareil en top 14 et en Champions Cup. Ça veut dire que les influences sur lesquelles nous sommes font que on est obligé, nous, d'adapter notre jeu et notre attitude au chef du jeu qui est l'arbitre, qui encore une fois est certainement le joyau de notre sport, hein, parce que
du haut de toute ma subjectivité, s'il y a bien quelque chose qui fonctionne actuellement dans l'attractivité du rugby, c'est le respect de l'arbitre et le respect de la règle que nous envie un certain nombre de sports et peut-être de gens dans la société. Ce qui fait notre force, c'est qu'on puisse lâcher la main de ces gamins qui ont 10-12 ans dans l'enceinte sportive qui est la nôtre, et qu'au mieux, ils vont passer 20 minutes à ramasser des gobelets pour aller gagner 5 € à la déconsigne, mais il ne va rien leur arriver. Donc ce côté safe, il vient d'ailleurs de ce respect de l'arbitre et de cette adaptabilité. Pourquoi ? Il ne faut pas oublier qu'un tiers des fautes sifflées par l'arbitre sont liées à son appréciation. Et ce qu'on demande à l'arbitre, c'est d'être dans une logique d'appréciation. Mais quoi qu'il advienne, ça veut dire qu'une fois sur 3, même si il a sifflé, tout le monde est éduqué en se disant, ben, lui, il a certainement vu quelque chose que je n'ai pas vu. Ça ne veut pas dire que je suis le meilleur exemple et le meilleur président dans les tribunes quand je ne suis pas d'accord et que du haut de toute ma subjectivité, je râle quand même. Mais dans les grands principes, il faut bien comprendre, et encore une fois, à réadapter, on ne rend pas le même appel d'offres à une institution publique qu'à une consultation privée. On ne rend pas les mêmes codes vis-à-vis de telle ou telle chose d'un marché à l'autre. On est toujours, et c'est pour ça qu'on parle d'agilité, c'est pour ça qu'on parle d'adaptation, c'est pour ça qu'on parle, encore une fois, de souplesse pour pouvoir se réorienter ou se redessiner ou se réinventer en face d'une problématique, qu'elle soit commerciale ou de service. Merci Didier. Je vois que le temps tourne, c'est passionnant. C'est passionnant et je pense que voilà, tout le monde, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. En tout cas, tu as fait un bon panorama aussi bien de l'intergénérationnel, de l'interculturel, des tips qui sont importants pour rester champion et en faisant bien sûr les parallèles avec l'entreprise. Donc, merci Didier vraiment pour ton intervention. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et j'espère que vous avez pu en retirer des tips et des choses que vous pouvez reporter chez vous et intégrer dans vos bonnes pratiques. C'est le principe. Je vous souhaite une très, très belle journée. On a dépassé le temps. Désolée pour ça, mais c'est la passion. Hein. Je crois que c'est la passion qui fait que… Et encore, on n'a pas évoqué l'économie, qu'on n'a pas évoqué l'économie de demain, l'arrivée du métro, le nouveau stade, comment on contourne des économies qui nous ont contraints ou qui sont contraintes par le fait qu'on est en haut de nos capacités. Mais en tout cas, merci à vous. Les débats étaient riches. Désolé de ne pas avoir pu répondre certainement avec exhaustivité sur l'ensemble des choses et au plaisir de se recroiser, bien entendu. Au plaisir, Didier. Et venez, voilà, soit le 12-13 mars, encore une fois, cet événement, et là, vous en aurez plein d'expériences concrètes et dans ce moment privilégié. 12-13 mars à Toulouse, vous pourrez rencontrer Didier et puis plein d'autres intervenants. Si vous avez aimé ces parallèles, en fait, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne journée à tous et à tous.